Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Prépa Dalloz, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours sur les formules annuelles et estivales de la Prépa Dalloz avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute. Raconte-moi un arrêt. Un podcast produit par Tania Rachaud, coordonné par Camille Bloomberg, avec l'aide de Floriane Chéniaud. Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. Au programme du jour, l'arrêt dit Frankovic de la Cour de justice des communautés européennes du 19 novembre 1991. Il s'agit en réalité d'ailleurs de deux affaires qui ont été réunies par la Cour. L'une concernant Andrea Frankovic et l'autre Danila Bonifaci, tous opposés à l'État italien dans une procédure interne et qui ont en fait permis de dégager les conditions qui sont liées à la mise en cause de la responsabilité des États pour non-respect du droit de l'Union européenne. Rappelons tout d'abord le contexte particulier de nombreuses affaires marquantes de la Cour de justice. Il s'agit en fait d'arrêts rendus en raison d'un renvoi préjudiciel. Autrement dit, le juge italien s'interroge ici sur un aspect de droit européen et se tourne donc vers le juge européen. Ce qui implique aussi que les histoires derrière les arrêts ne sont pas toujours claires ni accessibles. On ne sait que ce que le juge italien a cru bon de transmettre et donc on ne sait pas ce qu'il a laissé de côté. Pour des affaires françaises, il est toujours possible de pousser un peu les investigations en allant voir la décision du juge qui a renvoyé, mais ici donc c'est plus compliqué d'accéder aux décisions italiennes. En tout cas, pour nous accompagner aujourd'hui dans l'exploration de l'arrêt Frankovic, j'ai l'honneur d'accueillir Karen Banks. Donc bonjour Madame Banks. Bonjour. Alors, si je ne me trompe pas, donc vous êtes irlandaise, mais vous avez passé une grande partie de votre carrière en Belgique, et plus précisément au sein de la Commission européenne, notamment au service juridique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi cela consiste ? Ah oui, bon, je suis arrivée à Bruxelles en 1983 pour devenir tout petit membre du service juridique de la Commission. Et là, j'étais toute jeune, j'avais 25 ans, c'était un peu exceptionnel d'arriver si jeune au service juridique. Et aussi, j'étais femme, et il n'y avait que 4 femmes parmi les 80 membres du service juridique de l'époque. Ah oui, un gros service quand même, déjà. Oui, 80 maintenant, c'est le double, mais le travail a plus que doublé, je peux vous assurer, dans l'intervalle. Donc voilà, j'ai commencé dans l'équipe concurrence, ce qui m'a effrayée parce que je ne savais rien de l'économie, etc. Mais bon, j'ai dû apprendre et j'ai passé 4 années dans cette équipe et puis j'ai changé tout à fait pour reprendre le travail dans l'équipe affaires sociales. Et c'est là, évidemment, que j'ai rencontré l'affaire Frankovic qui se présentait comme une affaire de droit du travail. Effectivement, et d'ailleurs, on va y revenir. Et ensuite, c'est tournant, c'est ça ? C'est à chaque fois, vous devez changer. C'est voilà, oui. C'est ça. On a une politique de rotation et donc après 5-6 ans maximum dans une équipe, on est prié de réfléchir à d'autres options. Et donc après le social, je suis passée mais pendant un petit moment à l'équipe RELEX qui s'occupe des affaires relations extérieures de l'Union. Mais là, j'ai été interrompue parce que j'ai été invitée à rejoindre le cabinet du commissaire irlandais de l'époque qui s'occupait précisément des affaires sociales, que je connaissais bien. Donc ça vous a sorti un peu du contentieux, c'est ça ? Pour venir plus en amont. Plus dans la politique, voilà, exactement. Dans la formation de la politique, je me suis occupée notamment de la préparation du 4e programme pour l'égalité des chances hommes-femmes. Et très, très, très intéressant, tout ça. Puis j'ai rejoint le service juridique moi je dis 98, mais vous diriez 98. C'est ça. Voilà. Et là, je me suis occupée de propriété intellectuelle, télévision sans frontières, tout ce genre de choses. Et suivi par l'agriculture. Et voilà, je suis... Oui. Je pensais après 20 ans que je faisais le droit de l'Union européenne, ça semblait bizarre que je n'avais jamais touché au droit agricole, alors que c'est les grandes politiques centrales, originales en tout cas, de la communauté. C'est vrai. Donc, je suis allée...
Donc, pour précision, le service juridique de la Commission européenne ne s'occupe que du contentieux, c'est-à-dire de présenter des affaires, de défendre les affaires devant la Cour de justice, c'est ça? C'est ça. Non, le travail, effectivement, est divisé en deux. On représente la communauté devant la Cour de justice, mais aussi on conseille. Donc, chaque équipe a des DG, des directions générales clientes, pour ainsi dire, et ils nous consultent sur tout projet de législation, toute décision qu'ils voudraient prendre, toute procédure d'infraction contre un État membre, par exemple. Tout ce qui a des implications juridiques doit passer par le service juridique pour avis. Et donc, le travail consiste d'un côté d'un travail de conseil et de l'autre côté, le travail de représentation devant les tribunaux. Comme des avocats classiques finalement en France. Et alors pour en revenir donc à cet arrêt Frankovic, effectivement il porte sur une question sociale comme vous l'avez mentionné, puisque dans les deux affaires il s'agit de problèmes dans la perception de salaire qui ont donc conduit Danila et Andrea devant la justice italienne. Alors quelles difficultés? Eh bien leurs employeurs sont insolvables. On sait notamment que l'entreprise de Danila Bonifaci est déclarée en faillite en 1985. Les deux requérants se tournent donc contre l'État italien, qui est tenu d'assurer une protection dans les cas d'insolvabilité à cause d'une directive européenne de 1980 et donc dans l'objectif de récupérer leur salaire. L'objectif de cette directive, justement, est d'obliger les États à prendre des mesures nécessaires pour que des institutions de garantie assurent le paiement des créances impayées des travailleurs salariés. Donc des fonds de garantie, instaurés par l'État, qui peut être d'ailleurs subventionné par des assurances par exemple, mais qui permettent en tout cas de prendre bien le relais de l'employeur défaillant pour que les salariés puissent toucher une rémunération. Mais le problème, ici, dans l'arrêt Frankovic, c'est que l'Italie a oublié de transposer la directive dans les temps, en l'occurrence dans les 36 mois suivant son adoption. Problème bis, une directive non transposée ne peut pas s'appliquer sans loi de transposition. En revanche, l'État est en situation de défaillance, il n'a pas rempli ses obligations tirées du droit de l'Union européenne, qui est donc une obligation de transposer. Et d'ailleurs, Mme Banks, c'est bien parce qu'il y a une directive en jeu que la Cour de justice décide de retenir la responsabilité de l'État. Oui, tout à fait. L'Italie n'avait pas, malgré un arrêt, parce que la Commission avait entamé une procédure d'infraction contre l'Italie pour cette défaillance. Un arrêt du 2 février 1989, 2 ans avant l'arrêt Frankovic, effectivement, qui a reconnu le manquement. Et encore, l'Italie n'avait rien fait, exactement. Donc, effectivement, l'Italie avait manqué à son obligation de transposer la directive, oui. Et alors, dans cet arrêt, en fait, il y a deux aspects qui sont intéressants. Donc, la question de l'utilisation des dispositions d'une directive malgré l'absence de transposition, mais surtout la question de la responsabilité de l'État qui n'a pas transposé. Alors, la Cour de justice va examiner si les mesures invoquées de la directive sont suffisamment précises et inconditionnelles pour permettre leur application directe à l'issue du délai de transposition. Et même si la Cour va admettre que le contenu de la garantie et les bénéficiaires de cette garantie sont clairement indiqués, le problème est que l'identité du débiteur laisse à l'État un choix qui pose du coup un obstacle à la reconnaissance d'un caractère clair et inconditionnel. Les dispositions de la directive ne peuvent pas être appliquées directement dans le contentieux horizontal, c'est-à-dire entre le salarié et son employeur, dans l'État, à l'issue de la transposition en son absence. Mais, et c'est là qu'intervient vraiment l'arrêt et son intérêt, c'est qu'il reste la possibilité du contentieux vertical, c'est-à-dire à l'encontre de l'État. La Cour souligne dans l'arrêt Frankovic justement la nécessité d'une intervention de l'État pour transposer la directive et que cette nécessaire action rend indispensable la réparation de l'État lorsqu'il n'a pas rempli ses obligations. 3 conditions sont définies dans l'arrêt Frankovic pour retenir la responsabilité de cet État. D'abord, le résultat visé par la directive doit comporter des droits au profit des particuliers, ce qui a donc déjà été validé pendant l'étude du caractère précis et inconditionnel des dispositions. La deuxième condition est que le contenu de ces droits doit pouvoir être identifié sur la base des dispositions de la directive, donc en fait sans norme intermédiaire, il n'est pas nécessaire d'avoir une norme intermédiaire pour comprendre le contenu, et c'est également le cas aussi ici. Et enfin, la troisième condition, c'est l'existence d'un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes lésées,
condition classique sur le terrain de la responsabilité. La Cour de justice précise en plus que le droit national ne peut pas être plus exigeant que ces 3 critères pour retenir la responsabilité de l'État pour la violation du droit de l'Union européenne. Dites-nous, d'ailleurs, Madame Banks, est-ce que finalement vous arrivez un peu à suivre, de façon générale ou pour Frankovic, ce qui se passe ensuite au sein d'un État après une décision comme celle-ci ? Ah, ça c'est une question intéressante. Donc la question serait de savoir quelles suites sont données par l'État. Oui, voilà. Donc il s'agit d'une catégorie d'affaires préjudicielles qu'on appelle les préjudicielles infractionnelles. Mm-hmm. Donc quand on décerne dans le cadre d'une procédure préjudicielle, en fait il s'agit vraiment d'une situation infractionnelle, la commission fait comme si c'était une procédure d'infraction, écrit à l'État et demande de savoir quelles mesures ont été prises pour mettre en œuvre le contenu du jugement. Mm-hmm. Et cela a certainement été fait dans le cas d'espèce, mais je dois avouer que je ne me souviens pas à cet instant. Bien sûr, exactement. Et dans l'objectif d'un manquement, peut-être ensuite d'une procédure en manquement. Oui, ça aurait été plus compliqué, parce que comme c'est par définition un jugement déclaratoire, qui déclare qu'un État peut être tenu pour responsable si certaines conditions sont remplies, alors ce n'est pas une condamnation de l'État. C'est, en théorie, en tout cas, ça consiste uniquement dans une déclaration qui clarifie les conditions dans lesquelles un État doit prévoir la possibilité d'un dédommagement. D'un dédommagement, effectivement. Et en tout cas, d'ailleurs... Oui, effectivement. Oui, allez-y, pardon. Si l'Italie n'avait pas donné suite à cela, n'avait pas prévu dans son droit interne la possibilité d'un dédommagement dans ces conditions-là, effectivement, ça aurait donné lieu à une autre procédure d'infraction, ce qui n'a pas été le cas. Et en tout cas, bilan pour Andrea Frankovic et Danila Bonifaci, à défaut de pouvoir récupérer leur salaire, ils étaient bien en droit de prétendre à un dédommagement de leur État pour ne pas avoir transposé la directive de 1980 qui prévoyait justement la mise en place de garanties pour ses salariés. L'histoire ne dit pas si la somme reçue équivalait à leur salaire non perçu. Et pour finir, dernière question Madame Banks, y a-t-il un autre arrêt qui vous a marqué au cours de votre carrière ? Bon, je me suis occupée en 38 ans de carrière de beaucoup de secteurs et évidemment il y a eu plusieurs affaires particulièrement marquantes. Peut-être une que je mentionnerai est une affaire dans un domaine complètement différent, le mandat d'arrêt européen qui a donné lieu à une grande controverse concernant la Pologne. Il y a 2-3 ans, une juge de la haute cour irlandaise a posé la question à la Cour de justice de savoir si elle pouvait envoyer un citoyen polonais qui se trouvait en Irlande, si elle pouvait le renvoyer à la demande d'un juge polonais, alors que la justice en Pologne n'est plus exempte de suspicion par rapport à l'indépendance. Des défaillances constatées d'ailleurs ensuite par la Cour de justice dans le cadre de recours en manquement. C'est ça, exactement. Mais on était un peu au début de toutes ces procédures, mais effectivement, la Commission avait déjà pris la position comme quoi il y avait des gros doutes concernant l'indépendance des juges en Pologne, parce qu'il y avait tellement d'interférences avec leur indépendance par le gouvernement. Et donc, cette juge a eu l'idée, oh là là, qu'est-ce que je fais si un juge qui est susceptible de ne pas être indépendant en Pologne me demande de renvoyer un citoyen polonais pour être jugé, est-ce que je dois donner suite à cela ou non? Et ça nous a mis vraiment un peu en difficulté au sein de la Commission, parce que d'un côté, on voulait absolument mettre la pression sur la Pologne, et on le faisait par le biais de procédures d'infraction et dialogue, etc. Et d'un autre côté, notre bel instrument du mandat européen qui fonctionne si bien et permet à la justice d'un pays membre d'avoir recours directement au juge de l'autre pays membre. Et c'est un dialogue entre juges qui fonctionne beaucoup mieux que le système traditionnel entre administrations.
Et voilà, donc on a pris une position qui a été suivie par la Cour de justice, qui était de dire il faut aller en étapes. Donc, première étape, on constate qu'effectivement, il y a une menace qui pèse sur l'indépendance des juges dans le pays en question, mais ça ne suffit pas. Deuxième étape, il faut vérifier si cette situation de manque d'indépendance a, dans le cas d'espèce, vraiment des effets comme quoi la personne accusée risque de ne pas avoir un procès équitable. Et c'est uniquement si ça s'avère le cas que le juge doit refuser de renvoyer la personne. Donc, je trouvais ça très intéressant. Mais effectivement, le contentieux autour du mandat d'arrêt européen est assez important et ce sera peut-être l'occasion d'en parler dans un prochain épisode de Raconte-moi un arrêt. En tout cas, merci Madame Banks pour votre précieuse participation. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast et les sites internet d'Amicus et des surligneurs.